Les Oilers. Quand je pense aux Oilers, je pense évidemment à Connor McDavid, à Leon Draisaitl, mais aussi et même surtout à Wayne Gretzky, Mark Messier, Jari Kurri, Glenn Anderson, Paul Coffey, Kevin Lowe, Grant Fuhr. Je pense à Doug Weight, Ryan Smith, même Ales Emsky et son but in extremis contre les Stars de Dallas. C'est une équipe qui a marqué mon enfance quand je jouais au hockey dans la rue, qui a marqué mon adolescence quand je jouais à NHL sur PC. Et sans nécessairement être le plus grand partisan des Oilers qu'il y a sur la planète, c'est une équipe que je suis fondamentalement incapable de détester. The Edmonton Oilers announced early Wednesday morning that Stan Bowman is the new general manager of the team heading into next season. Ça s'en vient. Stan Bowman qui revient dans la Ligue nationale par la porte d'en avant comme DG d'une équipe qui revient tout juste d'une participation à la finale de la Coupe Stanley. Je veux pas passer énormément de temps là-dessus parce qu'honnêtement, je trouve ça lourd que le comme sujet et c'est beaucoup trop complexe pour être abordé dans une capsule de 5 minutes. Simplement dire que de l'agression qui a été tolérée à Chicago aller jusqu'au retour de Stan Bowman dans la Ligue nationale, rien de tout ça aurait dû se passer. Sinon, beaucoup d'actions au cours de l'été à Edmonton, qui est une phrase qui devrait simplement pas exister. Là. On a entre autres perdu 2 bons jeunes joueurs de l'organisation à des offres hostiles, un terme que je trouve d'ailleurs un peu trop violent pour rien. Offre hostile, ça sonne comme si le gars avait signé son contrat pendant une prise d'otage. Veux-tu savoir combien tu pèses pas dedans? Ça, c'est une offre hostile. Mais accepterais-tu de venir jouer pour notre équipe de hockey pour 4,5 millions de dollars par année sur 2 ans? Je trouve ça plutôt sweet comme offre, moi. T'sais, peut-être que si on allégeait le terme, on en verrait plus souvent aussi. T'sais, mettons qu'à la place d'appeler ça une offre hostile, on appelle ça, je sais pas, un sauvetage contractuel. Non, parce que c'est souvent ça, en fait. Hein? C'est un joueur dont la progression est bloquée à l'intérieur d'une organisation et on vient le libérer en l'amenant dans notre équipe sous certaines conditions. T'sais, on pourrait peut-être même appeler ça une libération continue. Ah non, ça, c'est pas une bonne idée, non. Bref, si le sujet des 2 offres hostiles t'intéresse, je t'invite à aller regarder la capsule des Blues de Saint-Louis où on en parle déjà en masse. Pour ce qui est d'ici, la seule chose que je vais mentionner, c'est que je suis pas surpris que les Oilers aient pas égalé, qui n'avait pas matché l'offre des Blues. Initialement, je pensais qu'on allait le faire, mais lorsqu'on regarde de plus près la situation contractuelle chez les Oilers d'Edmonton, on se rend compte qu'il y a 2 gros dossiers qui monopolisaient énormément d'attention, soit ceux de Leon Draisaitl et Evan Bouchard. Les 2 sont à leur dernière année de contrat cette année. C'est fait dans le cas de Draisaitl, un contrat de 8 ans à 14 millions de beaux dollars par année, ce qui en fait pour le moment le joueur le mieux payé en vue de la saison prochaine, 750 000 $ de plus qu'Auston Matthews à Toronto, et c'est beaucoup d'argent. Mais honnêtement, on n'avait pas tant le choix. On pouvait pas se permettre de perdre Draisaitl comme agent libre à la fin de la saison. Tu peux pas non plus vraiment te permettre de l'échanger parce que tu vises une Coupe Stanley à Edmonton cette année. Et si tu laisses partir Draisaitl, que ce soit comme agent libre ou via une transaction, tu t'exposes à perdre Connor McDavid aussi, à qui il reste seulement 2 ans de contrat. Si Draisaitl quitte, est-ce que McDavid reste? Honnêtement, je suis pas certain. Et lui aussi, il va coûter cher. Et parlant de joueurs qui vont coûter cher, il y a le contrat d'Evan Bouchard qui arrive aussi à terme cette année. Hein? On a opté pour un contrat pont avec Bouchard, une extension qui était venue assez tard l'été dernier à la fin du mois d'août. Contrat de 2 ans dont il y a déjà une saison d'écoulée à 3,9 millions de dollars par année. Et on se mentira pas, Evan Bouchard valait probablement déjà plus que ça à l'époque. Je pense qu'on a réussi à le convaincre sur un contrat pont en dessous de sa valeur en lui disant « Fais-toi-en pas, on va s'occuper de toi plus tard. » Eh ben, plus tard, ça commence à être maintenant, là. Au moment de signer son extension, Bouchard avait déjà 2 saisons de 40 points à son actif à l'âge de 23 ans. Et là, il revient d'une saison de 82 points, 18 buts, 64 passes, un différentiel de plus 34, 23 minutes de temps de glace en moyenne par rencontre. Puis en série, il a fait encore mieux. 32 points en 25 matchs, 25 minutes de temps de glace en moyenne. Pas pour sonner comme un gars des années 60, là, mais ça va coûter du bidou, ça là. Honnêtement, je pense pas que Bouchard puisse espérer le contrat de Cale Makar au Colorado parce que Makar est dans une classe à part offensivement puis il joue aussi en désavantage numérique, ce que Bouchard fait pratiquement pas. Mais on risque de se rapprocher, voire même dépasser le contrat de Quinn Hughes à Vancouver qui a signé pour 7 850 000 par année, mais il y a déjà presque 3 ans. Ce qui veut dire que dès l'an prochain, les Oilers d'Edmonton pourront engloutir plus de 43 millions de dollars de leur masse salariale sur un total de 4 joueurs. Même avec une hausse du plafond salarial à 92 millions de dollars, ça représente plus de 47% de la masse salariale permise. Puis ça, c'est avant
le prochain contrat de McDavid. À titre de comparaison, les Maple Leafs dépensent actuellement 53% de leur masse salariale sur leur quatuor en attaque. Puis s'il y a une chose que tu veux éviter dans la vie, c'est de reproduire le modèle des Leafs. C'est jamais une bonne nouvelle pour personne. Ce qui m'amène à mon prochain sujet. Qu'est-ce qu'on va faire avec le contrat du défenseur Darnell Nurse? Ce contrat-là est assurément le pire contrat de la Ligue nationale présentement. 9 250 000 par année jusqu'à la saison, tiens-toi bien, là, 2029-2030. Aïe aïe! Je sais pas à quoi on a pensé du côté des Oilers en signant ce contrat-là, mais Darnell Nurse n'a jamais été un défenseur de 9 millions, jamais. Et je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais ici, ça s'applique en genre, mais surtout en nombre. Mais bon, à la défense de Ken Holland, parce que c'était lui le DG des Oilers à ce moment-là, faut dire que le marché des défenseurs cet été-là, il y avait eu un moyen glitch dans la matrice. Là. En l'espace de même pas un mois, il y a 6 défenseurs qui ont signé des contrats faramineux à travers la Ligue. Miro Heiskanen, 8 450 000 à Dallas. Seth Jones, 9,5 millions à Chicago. Kel McCarr, 9 millions au Colorado. Dougie Hamilton, 9 millions au New Jersey. Zach Werenski, 9,58 millions à Columbus. Puis là-dedans, j'inclus même pas le contrat d'Adam Fox signé un peu plus tard au mois de novembre. Du lot, il y en a au moins 4 qui ne méritent pas cet argent-là, mais je ne sais pas s'il y en a un qui le mérite moins que Darnell Nurse. Pour vrai, j'ai écouté la grande majorité des matchs des Oilers en série le printemps dernier et c'est pas qu'il est pas bon, Darnell Nurse. Il est carrément mauvais. Chaque présence sur la glace, on aurait dit que c'était sa première avec les joueurs qui l'entourent. Tu vas me dire que ça aide pas de l'avoir jumelé à Cody Ceci, qu'on a d'ailleurs shippé même pas emballé à San Jose une couple de semaines plus tard. Puis je suis bien d'accord que ça aide pas. Mais à 9 250 000 par année, t'es quand même supposé pouvoir jouer avec pas mal tout le monde. Bref, je sais pas comment on va faire pour se sortir de ce contrat-là à Edmonton. Puis un rachat de contrat est même pas envisageable dans son cas parce que tu sauves à peu près pas d'argent. Et malheureusement pour les Oilers, les Coyotes de l'Arizona n'existent plus pour aller enterrer des contrats. Là. On va vouloir gagner en Utah. Donc je sais pas si vous avez des solutions, peut-être les proposer dans les commentaires. J'aurais même pas eu le temps de parler des ajouts de Jeff Skinner, de Victor Arvidsson, du dossier Evander Kane, de l'acquisition de Mathieu Savoie et Vassili Podkolzin. Tu sais, quand je te disais qu'on avait beaucoup de choses à jaser au sujet des Oilers. Dans le cas de Savoie, si le sujet t'intéresse, je t'invite à aller regarder la capsule des Sables de Buffalo où j'en parle beaucoup plus longuement. Mais pour le moment, j'ai le goût de vous entendre. Avez-vous l'impression qu'on s'est amélioré du côté d'Edmonton? L'arrivée de Stan Bowman comme DG, vous en pensez quoi? Le contrat de Dre Saddle, maintenant que c'est réglé, celui de Bouchard, vous vous attendez à quoi? J'ai hâte de vous lire là-dessus. Entre-temps, moi, je vais aller revisionner le but d'Alesemski, question de me changer le goût dans la bouche. Stan Bowman. OK, ciao.